Donc on va maintenant commencer avec une conférence sur le thème de sauver les océans avec Lamia Essemlali, qui est donc présidente de Sea Shepherd France, mais aussi vice-présidente de la REV. Donc là, on la remercie beaucoup d'être là et je vais donc te laisser commencer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lamia Essemlali, présidente et cofondatrice de Sea Shepherd France. Bon, je vois beaucoup de t-shirts Sea Shepherd, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu l'organisation, mais en gros, c'est une ONG qui s'est spécialisée dans la défense de l'océan, de la vie marine, qui a été fondée par le capitaine Paul Watson en 1977, après qu'il ait quitté Greenpeace, dont il était cofondateur. Il était le plus jeune cofondateur de Greenpeace, puisqu'il avait 18 ans à l'époque. Et il a été évincé de la direction de Greenpeace en 1977, suite à une altercation sur la banquise, au cours de... vous avez sans doute entendu parler des massacres de bébés phoques, qui ont été très médiatisés dans le monde par notamment la présence de Brigitte Bardot. Donc c'est Paul Watson à l'époque qui avait fait venir Brigitte Bardot sur la banquise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un chasseur de phoques était sur le point de matraquer un bébé. Et Paul a saisi le gourdin, il l'a jeté. Et la direction de l'époque de Greenpeace a considéré que c'était un acte illégal et violent, et donc que ça nuisait en fait à l'image de Greenpeace, et que la stratégie, elle était de dénoncer et de se contenter de dénoncer, ce qui n'était pas du tout l'envie en fait de Paul. Du coup, il a été évincé de la direction parce qu'on lui a demandé de s'excuser. Il a dit: j'ai sauvé la vie d'un bébé phoque, je ne m'excuserai jamais pour ça. Bref, il a créé Sea Shepherd pour faire une force d'intervention qui ne se contente pas de témoigner, mais vraiment qui remplit en fait une sorte un rôle de police, notamment en haute mer, mais aussi dans des eaux territoriales, face à des actions de braconnage, de pillage, de massacre d'espèces protégées. Donc pour refaire l'histoire un peu rapidement, ce qui a vraiment aussi fait connaître Sea Shepherd, c'est quand Paul Watson a commencé à couler des baleiniers. Donc le premier qu'il ait coulé, c'est le Sierra. C'est un baleinier. Il a été coulé au Portugal en 1979. Et ensuite, il y en a eu une dizaine d'autres, dont les deux baleiniers islandais, c'est-à-dire la moitié de la flotte baleinière islandaise. Il y en a deux qui n'ont pas été coulés. Et ce sont les deux qui continuent aujourd'hui à chasser des baleines en Islande, qui est une campagne sur laquelle on devrait revenir assez prochainement. Pour en revenir à la France, moi j'ai rencontré Capitaine Paul Watson en 2005. C'était au tout début des campagnes antarctiques. L'Antarctique, c'est un sanctuaire baleinier international depuis 1991. Et en fait, ce sanctuaire, il était violé chaque année par la flotte baleinière japonaise, qui s'était auto-octroyé un quota de 1035 baleines, avec comme prétexte la recherche scientifique. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer des baleines pour faire de la recherche scientifique. On sait exactement ce qu'elles mangent. En fait, c'était surtout un prétexte pour finalement vendre des baleines, puisqu'on retrouvait finalement cette viande dans les restaurants et sur les marchés japonais. Donc, je rencontre Paul en 2005. Il tient une petite conférence, Sea Shepherd n'existait pas en France à l'époque. Il tient une petite conférence un dimanche dans une salle où je crois qu'on était à peine plus nombreux que ce qu'on est aujourd'hui. Et là, il tient un discours qui vraiment, moi, fait écho parce que il est justement dans l'intervention avec une vision biocentrique. C'est en 2005, hein, donc vraiment là on a un peu avancé, mais c'est vrai que c'était assez révolutionnaire à l'époque, en tout cas en France. Et du coup, il met des mots sur des choses que moi je ressentais, puisque j'ai toujours depuis toute petite aimé les animaux, et j'ai toujours eu un tempérament combatif. À l'époque, j'étais un peu investie avec Greenpeace et le WWF, parce que c'est un peu les têtes de gondole quand on connaît pas trop
l'activisme et les ONG, c'est les premières vers lesquelles on se dirige. Donc, moi, j'y étais un peu à défaut d'autre chose. Et puis, c'est vrai que quand je rencontre Paul, je découvre l'existence de Sea Shepherd, je me dis, bon, ça c'est vraiment un truc, c'est pour moi, quoi. Surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que y a la philosophie, qui est du coup biocentrique, antispéciste et vraiment sur une base de respect et d'harmonie avec le vivant. La combativité, qui est qu'en fait, il suffit pas de protester, de se sentir désolé, mais qu'en fait, il va falloir se lever de son canapé et aller se battre pour protéger la vie, défendre la vie. Et voilà, et donc c'est la philosophie et l'action. Et ça, je trouvais ça extrêmement percutant. Et donc j'ai été le voir à la fin de sa conférence. Je lui ai dit, comment je fais pour te rejoindre? Moi, j'ai envie de participer à tout ça. Et donc, il m'a dit, t'es prête à risquer ta vie pour une baleine? Et moi, à l'époque, j'avais jamais vu de baleine de ma vie, mais pour moi, la réponse était évidente, en fait. Étrangement, je dis oui. Et en fait, voilà, quelques mois plus tard, je me retrouve sur le bateau en Floride pour une première campagne dans l'archipel des Galapagos contre le braconnage. Et puis quelques mois plus tard, en Antarctique, pour ma première mission en Antarctique contre les baleiniers japonais. Où, pour le coup, là, très clairement, il y a eu des moments extrêmement tendus avec des choix à faire, et notamment un jour de tempête, c'était le jour de Noël, Noël 2005, où on trouve le baleinier, le navire-usine, le Nishinmaru, qui est la pièce maîtresse de la flotte baleinière japonaise, qui est celui qu'on voulait absolument trouver. Nous, à l'époque, on avait un seul bateau, ils en avaient plusieurs, ils avaient le navire-usine, les bateaux spotters qui repèrent les baleines, et puis les bateaux harponneurs. Donc nous, ce qu'il nous fallait, c'était le navire-usine, parce qu'en fait, la stratégie, elle était simple, c'était de trouver ce bateau-là, sur lequel sont hissées les baleines, découpées et congelées, parce qu'à partir du moment où on les empêche de hisser les baleines à bord des bateaux, la viande en fait entre en putréfaction, et au bout de 24 heures, elle devient impropre à la consommation. Donc en fait, on paralyse toute l'opération de chasse à partir du moment où on cible le Nishinmaru. Et le Nishinmaru, c'est un navire extrêmement imposant, il fait 8000 tonnes. Nous, on est sur un petit bateau de 800 tonnes, 700 tonnes, donc vraiment 10 fois plus petit, un vieux bateau qui s'appelait le Farley Mowat, qui avait 50 ans, qui faisait office de coquille de noix à côté du Nishinmaru. Et bref, on le trouve donc le jour de Noël, jour de tempête, avec une houle de plus de 8 mètres de haut. Et Paul nous dit, on lui barre la route. Ok. Donc nous, on est un peu le petit poucet là face à cet énorme navire qui nous fonce dessus. Moi, j'ai le souvenir des sirènes d'alarme du Nishinmaru qui résonnent dans l'espace, avec juste des icebergs autour, à des milliers de kilomètres de toute civilisation, personne pour nous secourir, et surtout on nous explique que en fait, quand il va nous percuter, notre bateau va être coupé en deux, et on va couler, et que de toute façon on tiendra 1 minute dans l'eau et pas plus. Donc on est tous en combi de survie quand même pour la forme. Et il y a le premier officier qui vient nous voir, on est tous réunis dans le salon, et il nous dit, bon, collision dans 2 minutes. Bon, ok. Du coup, il y a 2 choses qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, putain, c'est vrai que signer des pétitions, c'est plus simple, quand même. C'est un peu moins engageant. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, putain, je vais jamais revoir les gens que j'aime. J'ai super peur. C'est la fin, en fait. Et il y a nulle part ailleurs où j'ai envie d'être. Je suis au bon endroit. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience hyper importante, parce que ça a confirmé mon engagement. Et c'est vrai que quand on est à Paris et qu'on dit ouais, je veux bien risquer ma vie pour sauver des baleines, voilà, c'est une chose. Mais c'est vrai que quand on y est confronté et qu'on recule pas, et à ce moment-là, à ce moment fatidique, on sait pourquoi on est là, et on a le sentiment vraiment d'être à sa place, ça n'a pas de prix. Et du coup, voilà, si je raconte cette histoire, c'est que le capitaine du Nishinmaru a viré de bord à la dernière minute. Il faut savoir qu'on était 23 nationalités à bord. Et Paul est intelligent aussi, parce que dit, bon, 23 nationalités, ça veut dire incident diplomatique international avec 23 nations. Imaginez un peu
le Japon, qui est du coup responsable de la mort on était 45 à bord, 45 personnes de 23 pays, qui sont dans un sanctuaire baleinier international, qui essayent de sauver des baleines qui sont tuées par un pays qui viole en fait le moratoire sur le commerce de viande de baleine et qui viole le sanctuaire. Bon, c'est quand même un peu compliqué, donc je pense que le capitaine, il a dû appeler Tokyo. Bon, j'y vais ou pas? Bon, et du coup, ce qui était important, c'est qu'en fait, ce jour-là, le Japon a compris que quand on dit on est prêt à risquer notre vie pour sauver des baleines, c'est pas un slogan. C'est vrai, parce que s'il n'avait pas viré de bord, on y serait tous passés. Et donc, et ça, c'était vraiment important à faire passer comme message. Je me souviens d'ailleurs ce qu'avait dit Paul. Il disait, en fait, si on recule maintenant, autant rentrer à la maison. Voilà, on sait pourquoi on est là. Et c'est vrai que c'était important quand on s'engage sur une campagne de Sea Shepherd, en tout cas de Sea Shepherd, l'original. Et ben c'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà, parce qu'il ne faut pas se dire, une fois qu'on est vraiment sur la ligne de front, il faut savoir pourquoi on y est, quoi. Et du coup, cette campagne, elle a été révélatrice aussi pour autre chose, c'est que la campagne de chasse, elle dure 4 mois, donc de décembre à mars. Et en fait, on n'a pu rester que 2 mois parce qu'on n'avait pas les financements pour payer le carburant. Et en fait, on avait coupé le chauffage à bord du bateau. Je me souviens, on dormait avec des bouillottes pour gratter une semaine de plus sur le terrain. Et je me souviens qu'il y avait le bateau de Greenpeace à l'époque. Ils allaient encore en Antarctique. Ils avaient levé 40 millions de dollars sur la campagne baleinière. Ils étaient restés 3 semaines, le temps d'avoir la photo d'une baleine en train de se faire harponner. Ensuite, ils étaient repartis. Et moi, quand je suis rentrée en France, dans ma boîte aux lettres, j'avais le magazine de Greenpeace avec cette photo. Et il disait, pour seulement 30 € par mois, mettez Greenpeace entre les baleines et les harponneurs. Et putain, et en fait, nous, le fait qu'on ait dû rentrer, il y en a qui en chialaient sur le bateau de devoir rentrer, parce que pendant 2 mois, en fait, les baleines, elles sont restées seules face aux baleiniers, parce que nous, on n'avait pas les moyens de rester, et ceux qui avaient les moyens ne sont pas restés. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut qu'on crée Sea Shepherd en France. Il faut qu'on informe le grand public sur tous ces enjeux-là. Il faut qu'on lève des fonds. À l'époque, je pensais que Sea Shepherd en France, ça resterait complètement embryonnaire parce que Sea Shepherd, à la base, c'est une asso anglo-saxonne avec un modus operandi dont on n'a pas l'habitude en France, en tout cas pas à l'époque, où on était quand même beaucoup moins porté sur l'action directe dans ce sens-là. Et je me suis dit, bon, ils vont nous prendre pour des tarés. Et voilà, et ça restera quelque chose d'assez petit. Puis finalement, en fait, non, pas du tout. Il y a eu un très grand écho. Je pense qu'il y a un côté un peu rebelle aussi chez les Français. Je sais pas, je me souviens que, c'était en 2008. En 2008, on fait la première conférence vraie conférence de Paul en France. Il faisait un tour d'Europe à l'époque. Moi, j'étais encore étudiante à l'université Pierre et Marie Curie et j'avais réservé un amphi pour lui. Et il n'y avait pas de petit amphi disponible. Il y en avait qu'un de 300 places. Et je m'étais dit, bon, c'est dommage parce que ça va être un peu ridicule. On va être 50 là-dedans. Et en fait, l'amphi était plein. Il y avait des gens assis dans les escaliers. Et Paul a eu une standing ovation de plus de 2 minutes. Et c'était le meilleur accueil qu'il ait eu de partout en Europe. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, il y a vraiment un truc. Il y a un potentiel pour le mode d'action à la Sea Shepherd ici en France. Donc, et ça ne s'est pas démenti. Et avec le temps, j'en avais pas conscience à l'époque. Mais je me suis rendu compte aussi à quel point c'est important d'être fort en France parce qu'on est la 2e puissance maritime mondiale. On a plus de 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Ça veut dire une énorme responsabilité. Et dans le même temps, on a une déconnexion avec l'océan qui est assez dramatique. C'est-à-dire que pour la plupart des gens dans ce pays, le seul lien avec la vie marine, il est à travers le poisson mort qui est dans nos assiettes, clairement. Et je cite souvent Éric Tabarly parce que je trouve qu'il a bien résumé la chose aussi quand il disait « Pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leur serviette de bain sur la plage. » Et quelque part, c'est vraiment, vraiment dramatique. Parce que, encore une fois, on est une pierre angulaire pour ce qui est de la protection de l'océan. On a un gouvernement qui n'est pas du tout à la hauteur sur les questions à l'environnement, liées à l'environnement de manière générale, mais à l'océan encore plus parce qu'il y a en plus cette déconnexion totale du grand public.
Et que, moi, je me suis rendu compte à quel point c'est le cas quand on a commencé à faire des campagnes sur les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne. 10 000 dauphins quand même qui sont tués chaque année dans le golfe de Gascogne du fait des engins de pêche, hein, en fait. Et quand on a commencé à faire ces campagnes, on s'est dit, bon, comment on fait pour alerter le grand public là-dessus, parce qu'il y a des rapports scientifiques qui sortent, tout le monde s'en fout. Bon, s'il y a un article dans la presse locale, c'est le bout du monde. Du coup, on a commencé en 2018 à exposer les cadavres de dauphins dans les centres-villes. Et on a commencé par La Rochelle. La Rochelle, ville côtière, hein, quand même. Hein. Et là, donc, on est avec ce dauphin qu'on a trouvé au large de La Rochelle, mais vraiment pas loin. Hein. Et les gens sont super étonnés. Ils nous disent, mais c'est un vrai dauphin, ou c'est du ketchup, mais il n'y en a pas de dauphin en France. C'est terrible. C'est terrible parce que non seulement on a des dauphins en France, on a la chance d'en avoir, mais en plus, ils sont massacrés par milliers. Du fait, justement, du poisson qui est dans nos assiettes, pour lesquels, moi, j'ai vu des gens chialer devant des dauphins qu'on expose, et c'est des gens qui mangent du thon, du merlu, du cabillaud, de la sauce, tous ces poissons qui sont en fait directement liés aux captures de dauphins et qui ne font pas le lien. Et donc, cette campagne sur les captures de dauphins, elle est essentielle dans le sens où elle a deux énormes avantages. C'est qu'elle concerne une espèce qui est très charismatique. Les dauphins ont un capital sympathie important. Et elle se passe sur le pas de notre porte. Donc, ce n'est pas à l'autre bout du monde. Mais donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que si on n'est pas capable de gagner cette bataille-là, bon, bah, c'est foutu. Je vois pas comment on va sauver les sardines, les anchois et les concombres de mer. Donc c'est primordial. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas facile. Donc là, on a obtenu une décision du Conseil d'État cette année, qui a été très très difficile à obtenir, parce que ça fait des années qu'on est au charbon là-dessus, qu'on passe des nuits en mer à filmer les remontées de dauphins, parce qu'au départ, les pêcheurs, ils niaient complètement leur responsabilité. Non, c'est des dauphins qui sont tués par les tempêtes. C'est bien connu, hein, les tempêtes, les dauphins ne savent pas gérer. Non, il y a énormément de mauvaise foi, en fait, et c'est ça qui est très problématique. Et puis, il y a aussi une méconnaissance, c'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des gens, imaginent qu'il n'y a que les énormes navires qui posent problème, alors qu'en fait, même des petits bateaux font des dégâts. Et moi, la première, j'ai été surprise parce qu'au départ, quand on était en mer, on négligeait complètement les petits fileyeurs qui font 10-12 mètres. Voilà, c'est l'image qu'on se fait de la petite pêche artisanale, en fait. Et puis, c'est en discutant avec les scientifiques qui font les nécropsies sur les dauphins qui nous disent, mais en fait, nous, on se focalisait sur les chalutiers. C'est ceux qui traînent un gros filet en forme d'entonnoir derrière eux. Ils disaient, en fait, la plupart des dauphins qu'on retrouve ont des marques de monofilaments très fins de fileyeurs. C'est de l'ordre de 70%. Ah bon, donc en fait, les petits fileyeurs, là, bon, ok, vu comme ça, ça me paraît étonnant qu'ils arrivent à... Et du coup, on a commencé à les suivre, on a passé des heures dessus, et là, on a commencé à voir les images. Là, on a commencé à sortir les images, effectivement, de bateaux de 10 mètres qui prennent des dauphins, et j'ai même pu discuter avec certains pêcheurs qui sont un peu plus dans la confidence, et qui m'expliquaient que ça leur arrivait, en remontant le filet, d'avoir parfois une dizaine de dauphins dedans. C'est terrible. Et c'est aussi pour ça qu'on milite, nous, pour qu'il y ait des caméras embarquées à bord des bateaux de pêche. Parce que ça ne serait pas possible, en fait, si tout ça a été filmé. Et d'ailleurs, il y a des comportements aussi, c'est pour ça de tentatives de camouflage, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi très souvent des dauphins qui sont complètement éventrés, parce que les pêcheurs essayent de faire couler les cadavres pour masquer les preuves. Sauf qu'il y en a qui flottent quand même, et en fonction des courants marins, on les retrouve. Et donc voilà, il y a toute cette opacité en mer. Enfin, l'étendue du carnage en mer, elle défie l'entendement, en fait. Les gens ont du mal à se représenter ça. Et ce qui est compliqué, c'est que le challenge, il est encore plus important que pour des animaux terrestres parce que c'est loin des yeux et parce que finalement, la clé de tout ça, c'est les poissons. Et on s'en fout un peu des poissons, quoi. C'est difficile de sensibiliser sur le sort des poissons.
Bon, plus on s'y intéresse et plus on se rend compte que c'est des animaux intéressants et incroyables, qui ont une sensibilité, une intelligence, une individualité. Mais on part de tellement, tellement, tellement loin. Aujourd'hui, les quotas de pêche, on les fixe en tonnes. Jamais vous entendrez parler de tonnes de chiens ou de tonnes d'éléphants, mais des tonnes de thons, des tonnes de requins. Ça choque personne. Et les populations de poissons sont décrites en termes de stock. Donc on est sur de la gestion de stock. Donc on a fait de l'océan qui est accessoirement, c'est quand même important, le premier organe de régulation du climat. On nous parle beaucoup de changement climatique, mais qui est aussi un organisme vivant absolument extraordinaire. On en a fait un garde-manger. Voilà. Et accessoirement une déchetterie. Et accessoirement une source d'énergie fossile. Et on est de plus en plus dans la privatisation de l'espace maritime, etc. Et on est dans un challenge, vraiment, c'est de réussir à ouvrir les consciences là-dessus, parce que les changements ne viendront que de la base. Pour ça, il faut que l'opinion publique, elle soit au courant. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis d'obtenir cette décision du Conseil d'État. Parce que j'étais à l'audience en février dernier, et la rapporteure publique a commencé son exposé en disant: on est sur une question qui est devenue médiatique et à laquelle l'opinion publique est très attachée. Et en fait, ça a changé la donne. Et donc, l'objectif aussi de Sea Shepherd, c'est de braquer des projecteurs sur des sujets dont on ne parle pas, de rendre accessible et de toucher le cœur des gens, en fait. Et moi, j'aime bien aussi l'explication de Paul, qui est de dire une baleine qui se fait harponner, c'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Quand on a des gens qui sont prêts à aller aussi loin, ça interpelle quand même. Et donc, elle est là aussi la force de Sea Shepherd. Et je trouve qu'en tant qu'ONG, on a aussi cette responsabilité d'être une caisse de résonance pour les scientifiques qui sont inaudibles. Le nombre de rapports, d'études qui paraissent, et on voit bien qu'en fait, c'est des bombes à retardement, et en réalité, une fois que c'est sorti, quand ça sort, c'est des pétards mouillés. Et ça, c'est vraiment problématique. Si les gens comprenaient en fait ce qu'il y a dans ces rapports, ce que ça veut dire très clairement, je pense qu'on la ferait, cette révolution écologique pour le vivant. On la ferait aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai défi. Du coup, je ne vais pas vous raconter toutes les missions que fait Sea Shepherd, même Sea Shepherd France, parce qu'on est sur beaucoup de sujets. Je pense qu'en visitant le site internet et en regardant un peu nos réseaux sociaux, vous pourrez vous renseigner un petit peu sur ce qu'on fait. Je vais peut-être, comme le temps est compté, parler un petit peu de l'actualité politique, entre guillemets, au niveau de Sea Shepherd. Parce que pour ceux qui nous suivent un peu, vous avez dû constater qu'on est dans une période de turbulence qui est en fait assez classique pour des mouvements comme celui de Sea Shepherd. En fait, ce qui est presque étonnant, c'est que ce ne soit pas arrivé plus tôt en réalité. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'année dernière, le fondateur de Sea Shepherd, donc Paul Watson, a été évincé. Alors il a démissionné de Sea Shepherd USA et il a été viré de Sea Shepherd Global, qui est basé à Amsterdam, parce que en fait, il est considéré aujourd'hui par une partie des dirigeants comme du poil à gratter, comme étant trop sulfureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé depuis quelques années à développer des partenariats avec des gouvernements, notamment des gouvernements en Afrique de l'Ouest, pour lutter contre la pêche illégale. Ce qui, sur le papier, est très bien. Pourquoi pas ? D'ailleurs, nous, on a soutenu ces campagnes. Le problème, c'est que c'est bien de faire des partenariats, c'est bien d'apporter des moyens maritimes, etc., pour lutter contre la pêche illégale. Là où ça devient problématique, c'est quand finalement vous n'êtes plus décisionnaire de rien, vous n'avez plus aucun contrôle sur rien, et puis surtout, ça vous dicte votre conduite, y compris sur ces campagnes, mais finalement sur l'ensemble de ce que vous faites. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Sea Shepherd Global a arrêté d'utiliser le logo Jolly Roger, donc le logo pirate, sur les campagnes africaines, parce que les gouvernements africains n'aiment pas le logo pirate. Donc ils ont utilisé le logo classique.
Bon, ok. Bon, si c'est juste une histoire de logo, on met le logo classique, on est sur le terrain, on obtient des résultats. Bon. Le problème, c'est que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun contrôle et même aucune visibilité sur le résultat réel des campagnes, sur ce qui se passe en fait avec des bateaux qui sont arrêtés. Et puis surtout, il y a le fait que ça a complètement bâillonné Sea Shepherd Global. C'est-à-dire que, alors quand je dis Sea Shepherd Global, je parle de 4 personnes. Hein. Là, c'est souvent lié à des personnes finalement. Hein. C'est pas une énorme... Parce que la plupart, je pense, de la base, les sympathisants et même les bénévoles de Sea Shepherd sont pas forcément là-dessus, même au contraire. Mais si vous voulez, il y a cette crainte qui a commencé à naître chez ces personnes, qui est que si on devenait trop critique des gouvernements, ou trop sortir des sentiers battus, ça allait faire peur aux gouvernements avec lesquels on travaille. Et donc, en gros, il fallait un peu lisser le discours. Donc là, on est sur une pente assez glissante quand même, parce que quand on ne contrôle plus vraiment sa communication, ou alors on adapte sa communication pour être sûr qu'elle ne va pas froisser les gouvernements avec lesquels on fait des partenariats, ça devient problématique. Et alors parce que là, on est justement dans cette crise identitaire, on a dû ressortir pas mal d'échanges qu'on a eus auparavant. Et on se rend compte aussi avec Paul aujourd'hui qu'en fait, ce qui s'est passé l'année dernière et qui se poursuit aujourd'hui avec son éviction, et la mienne qui a suivi, je vous expliquerai ça, c'était en fait, ça couvait depuis un moment, parce qu'il y a eu des discussions en 2018 sur la chasse baleinière islandaise, où Paul, justement, fait un message en disant « il faut qu'on retourne sur le terrain en Islande, il faut qu'on s'interpose avec les 2 baleiniers islandais ». Et il y a Peter Hammerstedt et Alex Cornelissen, qui sont 2 des directeurs de Sea Shepherd Global, qui répondent « non, il ne faut pas qu'on fasse ça, parce que si on fait ça, les médias vont ressortir l'histoire des 2 baleiniers coulés en Islande. Et on n'a pas envie que ça ressorte, parce que maintenant on travaille avec des gouvernements et on est en train de changer notre image de marque. » Alors moi je lis ça, je dis merde, en 2018 et on l'a pas perçu, on l'a pas vu quoi. Donc c'était déjà là en réalité. En fait, moi ce que je leur reproche surtout, c'est que ils ont effectivement pris cette tangente-là, mais ils l'ont pas fait de manière claire. C'est-à-dire que si eux, à titre personnel, alors qu'ils ont démarré avec Sea Shepherd au bas de l'échelle, ils se sont faits avec Sea Shepherd, et parce que Paul leur a fait confiance. Ils ont démarré en tant que cuistot et mousse. Et Paul a fini par leur donner les rênes du bateau. Il les a mis en avant, il leur a fait confiance. Donc il y a aussi, je sais pas, au niveau humain, il y a quelque chose qui est d'une ingratitude vraiment indicible. Mais admettons, au bout de quelques années, ils se disent qu'en fait, finalement, ce modus operandi qui est rentre dedans, qui est coup de poing, c'est plus leur truc. Ok, fondez votre propre asso. Mais ne récupérez pas une association qui, finalement, est basée sur l'ADN qui a été porté par Paul Watson, dans lequel nous on s'est retrouvés parce qu'on est au diapason avec ça et parce que c'est ça qui nous épanouit, c'est ça qui nous inspire. Ne prenez pas ça pour en faire subtilement quelque chose d'autre sans rien dire à personne. Et donc c'est ça le problème. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que Paul, il a démarré de zéro. Donc quand il a commencé Sea Shepherd, en fait, il n'avait pas un sou en poche. Il avait de quoi se payer un billet d'avion pour aller à New York, pour rencontrer Cleveland Armory, qui est celui qui lui a payé son premier bateau. Il n'avait même pas de quoi se payer la nuit d'hôtel. Pour son rendez-vous du lendemain, il a passé la nuit dans un bar en attendant le petit matin, quoi. Et aujourd'hui, Sea Shepherd, c'est ça. C'est une des plus grosses ONG de défense de l'océan. Quoique en termes de budget, on est des petits poussets comparés à d'autres. Mais en tout cas, en termes de notoriété et d'action,
clairement, Sea Shepherd est dans la place, en partant de rien. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est la facilité aussi de récupérer quelque chose qui a déjà cette notoriété-là. Et donc, pour vous la faire bref, il vire Paul Watson en septembre. Donc moi, j'ai un coup de fil d'Alex Cornelissen. Parce que moi, je suis encore, en fait, légalement, je suis encore co-directrice de Sea Shepherd Global. J'ai oublié de le mentionner. Donc on est 5 dans le conseil d'administration de Sea Shepherd Global. 6 si je compte Paul. Et donc, j'ai les 4 qui m'appellent en me disant on va demander à Paul de démissionner, et s'il refuse de démissionner, on va le virer. Donc, on est tous les 4 d'accord. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, ils se doutaient que je ne serais pas d'accord, donc ils m'ont dit, bon, on se doutait un peu que tu allais dire ça, mais écoute, en fait, on a la majorité, donc on va le faire. Donc, le lundi suivant, ils envoient un mail, Alex Cornelissen envoie un mail laconique à Paul en lui disant que, parce qu'il critique Sea Shepherd USA qui a été récupéré par un magnat de l'immobilier américain qui a manœuvré sa barque d'une manière... Bon, il y a de quoi faire un film, hein, vraiment, de tout ça. Pour finalement complètement corrompre Sea Shepherd USA, qui a proposé beaucoup d'argent à Paul pour être une sorte de figure qui ne dit rien, qui ne fait rien et qui adoube. Paul a dit c'est hors de question, donc il a démissionné. Et en fait, Paul a publié cette lettre de démission en expliquant pourquoi il démissionnait de Sea Shepherd USA. Et c'est ça qui a été le clash avec Sea Shepherd Global, avec les 4. Et le clash avec Sea Shepherd France, c'est que nous avons décidé de publier la lettre de démission de Paul. Et en fait, c'est ça qui a créé la scission avec Sea Shepherd Global, parce qu'ils ont considéré qu'on avait nui à l'intérêt de Sea Shepherd USA et de Sea Shepherd Global. Et à mon sens, nous, on a eu un moment d'hésitation de publier cette lettre-là, mais on s'est dit qu'en fait, on avait besoin d'être transparent en fait, envers les gens. Et j'ai fait un aller-retour à Amsterdam pour parler à Alex Cornelissen et pour lui dire, mais en fait, ce qu'est en train de faire Sea Shepherd USA, enfin, ce gars-là en question, Pritam Singh, qui a pris tout le pouvoir, en fait, il a complètement corrompu l'organisation et il trompe les gens, il trompe les donateurs. Et il m'a répondu, c'est leur problème aux États-Unis, ça ne nous concerne pas. Je suis désolée, mais non, en fait, ça ne me va pas, je ne peux pas me contenter de ça. Et donc, je comprends que Paul publie cette lettre, et donc on la publie aussi. Et donc, c'est pas là qu'ils m'ont viré, même si je pense qu'ils avaient bien envie de le faire. Mais à l'époque, Sea Shepherd France participait encore financièrement aux campagnes de Sea Shepherd Global. Donc, ils n'avaient pas envie de trop se fâcher avec nous. Sauf que c'était en novembre, j'ai commencé à poser des questions gênantes. Parce qu'un des 4 directeurs, qui s'appelle Jeff Hansen, qui est directeur de Sea Shepherd Australie, qui fait maintenant des partenariats avec des entreprises de pêche, d'ailleurs, c'est pour ça que Paul a démissionné de Sea Shepherd Australie, bon bref, a fait un discours en disant qu'aujourd'hui, ce que fait Sea Shepherd Global est plus important et sauve plus de vies que ce qu'a fait Sea Shepherd pendant 40 ans. Donc les campagnes en Afrique de l'Ouest sont plus importantes que tout ce qu'a fait Sea Shepherd en 40 ans. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que ça veut dire qu'en fait, ce que fait Peter Hammerstead, qui est un des 4 directeurs qui gèrent les campagnes africaines, est plus important que ce qu'a fait Paul en 40 ans. Parce que là, on est dans une histoire assez classique du père qui tue le fils, en fait. Donc, Peter qui est en quelque sorte l'héritier spirituel du fils qui tue le père, pardon. Ah, c'est peut-être parce que j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Et très clairement, on est complètement là-dedans. Et du coup, je me suis dit, mince, en fait, c'est quand même, c'est pas anodin de dire ça, de dire que ces campagnes en Afrique de l'Ouest, elles sont plus importantes que tout ce qu'a fait Sea Shepherd en 40 ans. Donc, tu es en train de nous dire que les 6000 baleines qui ont été sauvées en Antarctique avec leur descendance, tout ça, c'est tout ce qu'a fait Paul en médiatisant, en mettant sur la table tous ces enjeux sur les massacres de dauphins depuis les années 80. Enfin, la liste est interminable. Donc, en fait, quand on tient un tel discours, ce qui est bien, le minimum, c'est de l'argumenter avec des faits, des données, des chiffres. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Alors, sur quelles données vous vous basez pour dire que ces campagnes en Afrique de l'Ouest sont en train de sauver l'océan plus que ce que Sea Shepherd a fait en 40 ans? Ah, on a arrêté 80 bateaux de pêche. Ok.
80 bateaux de pêche. Combien de temps ils ont été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des licences de pêche qui ont été retirées? Est-ce qu'il y a eu des amendes qui ont été données? J'ai pas pu avoir de réponse. Ce que je sais, c'est que la plupart de ces bateaux ont passé 24 ou 48 heures à quai avant de repartir pêcher. Donc ces questions, elles sont très très embarrassantes. J'ai posé plusieurs fois la question. Je n'ai pas eu de réponse et j'ai reçu un mail pour me convoquer à une assemblée générale pour voter mon éviction. Voilà ce qui s'est passé avec Global. Donc dans tout ça, bon, très clairement, nous on a fait le choix de communiquer sur tout ça parce qu'on estime que c'est important. J'ai vu et je connais trop d'associations ou de mouvements, de groupes dans lesquels y a eu un embourgeoisement, il y a eu une perdition, mais qui s'est fait de manière très subtile et où en fait il n'y a pas eu de résistance. En fait, nous, en parlant de ça, on est dans une forme de résistance justement parce qu'on ne veut pas que Sea Shepherd, ça devienne ça. En fait, c'est un outil qui est trop unique, trop important. Je sais qu'en plus, ça donne beaucoup d'espoir aux gens. Et on n'a pas envie de mentir. On sait pourquoi on a rejoint Sea Shepherd. On n'a pas rejoint Sea Shepherd pour finalement être à la botte des gouvernements et faire croire qu'on est en train de sauver l'océan, alors qu'au final, c'est surtout de la communication. Pour moi, c'est une trahison de l'océan, des gens qui nous soutiennent, et évidemment une trahison pour le fondateur. Donc voilà. Alors la force qu'on a, la chance qu'on a, c'est que Sea Shepherd en France est une antenne qui a l'air insolide quand même. Donc il y en a qui étaient inquiets pour nous parce qu'ils ont dit en fait s'il y a une scission avec Global, comment est-ce que vous allez survivre? Mieux en fait parce qu'en fait ce qu'on leur envoyait comme soutien, on va le garder pour nos campagnes. Donc on fera plus de campagnes. Et puis Paul a créé aussi sa fondation à côté de ça, donc on travaille aussi avec lui et on soutient sa fondation. Et donc on va repartir sur vraiment l'ADN de base, l'ADN d'origine. Et là, bon, on est un peu... alors nous, on a plein de projets, heureusement. On continue déjà les campagnes qu'on fait habituellement. Et puis, on lance un centre de soins qui a ouvert en fait en juillet, sur lequel on n'a pas encore communiqué. C'est le premier centre de soins de Sea Shepherd qui est en Bretagne. Et on a un nouveau bateau aussi qu'on va présenter très bientôt. Donc, en termes d'action, on a largement de quoi faire. Et par contre, à côté de ça, on a aussi des procès, puisqu'on est attaqué en justice par Sea Shepherd Global, enfin par les 4, pour le nom, pour le logo. Donc ils attaquent Sea Shepherd France, ils attaquent Paul à titre personnel, moi à titre personnel, Sea Shepherd Boutique, c'est la boutique Sea Shepherd. Et voilà. Et ils ont attaqué Sea Shepherd Origins, parce que j'ai créé Sea Shepherd Origins pour faire une sorte de charte éthique qui donne en fait les valeurs élémentaires de Sea Shepherd, ce qu'on n'avait jamais pensé à mettre à l'écrit parce que tellement ça paraît évident. Donc de non-compromission, la science oui, mais la science en tant que moyen et pas en tant que fin. Et voilà, pas de partenariat avec des entreprises qui sont directement impliquées dans la destruction de l'océan, la base. La base. Et en gros, l'idée, c'est que toutes les antennes qui se revendiquent comme étant de Sea Shepherd s'engagent à respecter cette charte. Et en fait, Sea Shepherd Origins, c'est ça. Et donc, ils nous ont attaqués en justice. Et notamment, ils ont attaqué la fondation de Paul aux États-Unis. Du coup, on a été... Parce que des frais d'avocat aux États-Unis, je vous souhaite de ne jamais savoir ce que c'est, mais c'est absolument stratosphérique. Du coup, on a dissous Sea Shepherd Origins, même si on a des chances de gagner, parce qu'en fait, ça coûtait trop cher de défendre l'ONG. Par contre, on va trouver un moyen, on en parlera bientôt, mais l'idée d'Origins, ils ne peuvent pas la détruire. Et ça, on va trouver le moyen de... Je veux que les gens puissent distinguer c'est quoi l'origine de Sea Shepherd. Et ça,
j'ai des idées. donc voilà, je pense qu'on communiquera là-dessus en septembre. Et voilà, et quelque part, je me dis que tout ça, c'est finalement, ça fait partie de l'histoire de Paul, c'est partie de l'histoire de Sea Shepherd. Ça a permis aussi de montrer qui sont les gens. Et c'est peut-être une crise qui était nécessaire parce que, comme je vous le disais, finalement, c'est quelque chose qui couvait depuis un moment, qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas apprécié à sa juste valeur. Et qu'aujourd'hui, moi, je me sens encore plus libre qu'avant parce qu'on est complètement autonome. On ne doit rien à Global. On travaille avec Paul. Et voilà, et ceux qui nous suivent savent pourquoi ils le font. Et donc, je me dis quelque part, c'est un mal pour un bien. Et j'espère que d'une certaine façon, on en ressortira plus fort. Parce qu'il y avait une sorte d'affaissement où on ressentait qu'en fait, il y avait... c'est comme ces groupes qui vivent un peu sur le passé, en fait, sur la gloire du passé, et qui sont finalement... qui se sont ramollis, mais ça se voit pas trop, parce qu'on parle beaucoup du passé, alors qu'il y a tellement à faire aujourd'hui. Donc, on est dans le présent, on est dans l'avenir, et du coup, on y a gagné une certaine liberté. Et voilà, et moi, je suis fière que en France, on est vraiment une base de soutien loyale, et qui nous a permis d'être aussi forts pour tenir tête, justement, aux quatre. Voilà. Et puis, on est en train de... Enfin, ça fait un petit moment là qu'il y a un scénario sur la vie de Paul pour faire un film, en fait, sur sa vie. Du coup, on est en train de reprendre le scénario parce qu'il faut raconter quand même ce qui s'est passé sur l'année dernière. C'est pas anodin. Et voilà. Et Paul vient en France. Il va rester un bon moment en France. Et donc, on va le voir plus qu'avant. Il va s'investir plus qu'avant dans nos campagnes. Et donc, et ça serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc voilà. Pour lui, on est un peu le village gaulois de la résistance. Et c'est vrai que sur toutes les antennes de Sea Shepherd, finalement, il restait en fait Sea Shepherd UK, Grande-Bretagne, Sea Shepherd France et Sea Shepherd Brésil. Parce que tous les autres ont un peu rejoint Sea Shepherd Global. Parce que c'est des gens qui ont été mis en place par Alex Cornelissen. Donc il y a des rapports humains qui sont... Autant au niveau des sympathisants, des bénévoles, on reçoit plein de messages de gens de ces pays-là qui sont très frustrés, en fait. Et je pense que la Fondation Paul Watson va se créer dans ces pays-là. Autant les dirigeants de ces antennes-là sont complètement soumis à Global. Donc les trois qui étaient résistants, étonnamment, c'est les trois qui sont les plus anciens, donc France, Brésil et Grande-Bretagne, qui n'ont pas été mis en place par Alex Cornelissen lui-même. Donc au niveau humain, déjà, ça fait une grosse différence. Mais du coup, UK... c'est rebaptisé Captain Paul Watson Foundation. Brésil reste Sea Shepherd Brésil, sauf que financièrement, ils sont complètement dépendants de Sea Shepherd France. C'est nous qui finançons maintenant leur campagne, notamment ils ont une campagne très très importante pour le dauphin rose d'Amazonie. Et donc, Global leur a coupé les vivres. Parce que la directrice de Sea Shepherd Brésil, qui s'appelle Nathalie, est une loyale de Paul et de l'ADN d'origine. Et donc en octobre, ils lui ont coupé les vivres. Et donc, cette campagne ne pouvait pas se poursuivre. Donc, c'est Sea Shepherd France qui a pris le relais sur cette mission. Et donc il reste que Sea Shepherd France, en réalité. Donc, voilà. On en est là pour l'instant. Et moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur les prochains mois. Ça va être vraiment intéressant parce qu'on a plein de projets, notamment on va développer aussi des choses qu'on n'a pas beaucoup faites ces derniers temps, qui n'est pas dans l'origine de Cyber, c'est-à-dire l'assistance aux mammifères marins en détresse, par exemple, où là, on va vraiment monter en puissance là-dessus parce que il y a des gros problèmes en France par rapport à ça. Nous, on a mis le doigt là-dedans avec ce qui s'est passé avec l'orque l'année dernière qui est remonté dans la Seine. Ensuite, le beluga. Ensuite, la baleine qui s'est échouée vivante sur une plage du Finistère. Et depuis, il y a eu plein de cas comme ça où on s'est rendu compte qu'en fait, c'est très, très, très mal géré. On n'est pas du tout prêt en France. Et on a 20 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Donc, on a été se former en Angleterre.
Et l'idée, c'est que comme en plus on ouvre un centre de soins, c'est de mettre en place des formations de premiers secours. Quand on a 3000 km de côte, comme c'est le cas en France, on a besoin d'avoir des gens qui savent un minimum comment gérer ce genre de situation, d'avoir des pompiers, police municipale, SNSM qui est formé, d'avoir du matériel comme ce qu'ils ont eux, ce que nous on n'a pas du tout, parce qu'il y a vraiment des cas où il y a des animaux qui auraient pu être sauvés, qui n'ont pas été sauvés, ou des animaux dont on aurait pu abréger les souffrances et qui ont souffert d'une manière qui est inacceptable. Et donc voilà. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très très important et qui est complémentaire de ce qu'on peut faire sur des missions classiques. Et c'est hyper important parce que ces animaux-là, qui viennent comme ça aussi près de nous, c'est des ambassadeurs. Pour l'océan. Et ce qui s'est passé avec le beluga, notamment, qu'on a baptisé Lys, ça a été très très éprouvant pour nous parce qu'en plus on est resté à son chevet 24 heures sur 24 pendant des jours. Et ça s'est mal fini parce qu'il est mort, parce qu'en France on n'a pas du tout les structures, les équipements pour déplacer un animal comme ça dans de bonnes conditions. Que de toute façon c'est risqué, mais encore plus quand on n'est pas équipé. Et puis en plus de ça, il n'y avait pas de lieu pour l'accueillir sur un temps suffisant, s'il avait besoin de soins, etc. Et bref, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu un engouement, un intérêt du grand public pour Lys qui était incroyable, un engouement médiatique qui était incroyable. Et en même temps, je me dis, mais en fait, les gens sont à fond sur ce beluga. Et c'est vrai que ça interpelle par rapport à l'indifférence qu'on peut avoir par rapport à tous ces congénères, les milliers de mammifères marins ou d'animaux marins qui meurent par ailleurs dans l'indifférence générale. Et donc pour moi, Lys ou Sedna, c'est l'orque aussi, c'est vraiment des ambassadeurs. Si ça vous touche à ce point, ce qui se passe avec ce beluga, si ça vous retourne le bide, interrogez-vous sur votre impact sur l'océan. Parce que cet animal, il vient nous dire quelque chose. Et ça a donné lieu aussi à des débats assez intéressants, notamment parce qu'il y a des gens qui nous ont reproché d'avoir déployé autant de moyens pour sauver un animal alors que l'océan est en train de... Bon, alors déjà, je pense que c'est pas à nous qu'il faut dire ça. Parce que pour le coup, nous, du temps, des moyens, de l'énergie pour l'océan, on en met. Mais c'est surtout que, encore une fois, ça va ensemble. Et ça nous ramène à cette opposition qui n'a absolument pas de sens, qui est d'opposer les individus et les espèces. Soit on défend les individus, soit on défend les espèces. Et en fait, dans les deux cas, parce qu'on peut avoir des personnes aussi qui vont finalement être très peu sensibles au sort des espèces, qui vont être sensibles uniquement au sort des individus, alors que la disparition des espèces, c'est rien d'autre que l'extermination de centaines de milliers d'individus. Et inversement, on a aussi, ce qui compte, c'est les populations. Et au niveau individuel, c'est anecdotique. Alors que vraiment, les deux sont liés. Et moi, j'aurais été encore plus inquiète, finalement, si ce beluga, il n'avait pas ému à ce point les gens. Parce que même quand il vient mourir sous nos fenêtres, on s'en fiche, c'est que vraiment, il n'y a pas d'espoir. Donc, il y a un espoir là-dedans. Et en même temps, ça nous a permis aussi d'apprendre et de révéler à quel point on n'est pas prêt en France et la marge de progression qu'on a. Et à quel point il y a un souci aussi dans la mentalité de certains scientifiques en France. Pélagis notamment, qui est l'observatoire scientifique qui a le monopole en France sur l'assistance aux mammifères marins et qui est pour le coup dans une optique complètement de population et pour qui les individus sont secondaires. Donc ça, il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Et moi, ce que j'aime bien avec la mentalité anglo-saxonne, c'est que justement, sur des cas similaires, on a des scientifiques de pointe, des vétos de pointe, qui sont vraiment dans des logiques de dynamique de population et d'écosystème, et qui vont tout faire pour venir en aide aux individus parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi important. Voilà. Et donc là-dessus, je pense qu'on tient vraiment quelque chose d'intéressant pour renouer ce lien dont je vous parlais, qui manque entre les gens et l'océan. Parce qu'à travers ces animaux, ces individus-là, on peut raconter une histoire qui finalement parle pour plus que l'individu en question, parle pour toutes les espèces, parle pour l'océan. Et donc, au lieu de se dire que c'est pas important, au contraire, se dire que c'est une opportunité unique de toucher le cœur des gens. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on n'a plus de temps pour des questions. J'ai pris tout le temps.
on aura le temps pour une question avant la table ronde qui suit après. Donc, si quelqu'un a une question. J'avais prévu de vous laisser une demi-heure pour les questions. Et en fait, vous voyez qu'entre notre présidente, enfin entre notre vice-présidente et notre fondateur, ils ont plein de qualités, mais pas d'être concis. Ouais. Madame. Vous me la poserez après. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la fondation Paul Watson Origins, qui, du coup, je ne le savais pas, ne peut plus être basée aux États-Unis. Et j'ai lu récemment, alors je crois que c'était sur Sea Shepherd France, sur Facebook, que, alors si j'ai bien lu, la fondation Paul Watson s'implanterait en France, aurait son siège social en France. Je dis bien aurait parce que j'ai peut-être mal compris ou mal lu. Non, en fait, la fondation de Paul Watson ne va pas s'implanter en France parce que justement, la France, il y a Sea Shepherd France qui est dans la droite ligne de l'ADN de Sea Shepherd et qui soutient la fondation de Paul. Par contre, elle va s'implanter dans tous les pays où c'est Global qui dirige. Donc là, je crois qu'ils sont en Allemagne. UK, ils ont changé de nom, donc voilà. Italie, à terme, il y aura aussi Espagne, Belgique, Suisse. Voilà. Et aux États-Unis, si, bien sûr, ils existent aux États-Unis. Ouais. Et en Australie, j'ai oublié l'Australie. Voilà. Mais donc, ni au Brésil, ni en France, parce que ça n'aurait pas de sens, dans le sens où nous, en France, c'est la même famille, quoi. Voilà. Par contre, on proposera sur le site de Sea Shepherd France des t-shirts de la fondation de Paul. Voilà, pour que ce soit plus accessible aux Français de commander en France. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Voilà, on fera ça du coup. Bon, on a le droit qu'à une question, désolé. Bon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur notre site internet. Et puis, on va faire une première conférence publique avec Paul, mais ça sera à Bordeaux, le 16 septembre. Et puis, voilà, on en fera plusieurs, parce que je dis, il est là pour un bon moment, donc... voilà, ce sera aussi beaucoup plus facile pour les Français de le rencontrer, d'échanger avec lui. On aura gagné ça déjà. Voilà. Merci beaucoup.